Un invité spécial pour un numéro spécial ce dimanche, le fondateur et premier directeur général de Sonatel face à Ousmane Gueye. Alassane Dialy Ndiaye, ancien ministre, ancien président de la Commission nationale de la connectivité, premier africain spécialisé dans les télécommunications spatiales pour un voyage dans le temps de l'indépendance à nos jours. Comment le secteur a-t-il évolué? Comment télécentres et cybercafés ont-ils été déconnectés de la réalité? L'ouverture du marché a-t-elle eu les effets escomptés? Ouane Dakar, dans son positionnement en Afrique et dans le monde, signataire de la lettre ouverte au directeur général d'Orange, l'ingénieur en télécom va expliquer pourquoi la station de Gandoul, premier du genre sur le continent, doit être sauvegardée. C'est un pionnier et témoin de l'histoire des télécoms au Sénégal et en Afrique. Alassane Dialy Ndiaye, fondateur et premier directeur général de l'opérateur historique, se confie dans E-Tech. Un numéro spécial tout en image à ne pas manquer ce dimanche 13 septembre 2020 aux alentours de 7h25 et 12h25 sur e-radio. E-Tech, l'émission d'un monde qui change, présentée par Ousmane Gueye. Bonjour à tous, merci d'être fidèles au rendez-vous. Naturellement, ça ne peut être que joie, bonheur et honneur de recevoir le grand acteur, artisan et témoin de l'histoire des télécoms au Sénégal, en Afrique et dans le monde. Bonjour Alassane Dialy Ndiaye. Bonjour M. Gueye. Merci d'avoir accepté notre invitation. Beaucoup de questions à aborder avec vous. Une présentation risquée parce que rapide parce que nous allons devoir omettre bien des aspects de votre riche carrière, des éléments qui résistent. Fondateur et premier directeur général de Sonatel, à l'époque, on parlait de Télé Sénégal, Société nationale des télécommunications internationales du Sénégal, dont vous avez été le PDG entre 1973 et 1985. Vous avez lancé le processus de renationalisation de Télé Sénégal ou de nationalisation, vous allez nous préciser ça après. À la tête de la Sonatel, vous réalisez un important programme de modernisation du réseau des télécoms du Sénégal, avec notamment l'arrivée du téléphone dans le monde rural, les fameux télécentres. Fils de Yen, dans la région de Dakar, ingénieur principal des télécoms de classe exceptionnelle formé en France, vous êtes le premier Africain à se spécialiser dans les télécoms spatiales. Lorsque vous revenez au Sénégal en 1971, la société France Câble Radio, ça sent bien les couleurs de l'époque, vous recrute comme ingénieur dans le projet de construction de la station terrienne de télécom par satellite, la première du genre en Afrique et qui se situe à Gandoul. On y reviendra parce que vous êtes co-signataire avec le président de l'Association sénégalaise pour la promotion de l'astronomie, Maham Kairé, d'une lettre ouverte au DG de Sonatel avec cette phrase qui donne déjà le ton. La destruction de l'antenne de Gandoul est une amputation catastrophique de l'histoire du Sénégal. Plusieurs fois ministre, parfois en lien avec le numérique, sous les régimes de Diouf, Abdou Diouf et d'Abdoulaye Wade, artisan clé dans l'histoire des télécoms. Vous ne pouviez pas ne pas vous prononcer sur ce dossier Gandoul. Autrement dit, est-ce que le dossier Gandoul, ça vous regardait personnellement pour avoir contribué notamment à la mise en place de cette station? Bon, ce que je dois rappeler quand même un peu brièvement, c'est rappeler brièvement l'histoire des télécommunications au Sénégal. C'est quand même utile de situer le contexte dans lequel on a agi pendant des années. À l'indépendance du Sénégal, il faut rappeler que les télécommunications étaient exploitées par deux entités. Les télécommunications intérieures, disons en gros le téléphone intérieur, comme on disait à l'époque, étaient exploitées par l'Office des postes et télécommunications. Et les télécommunications internationales, par la société française France Câble Radio. C'était donc une société d'État, comme on dit aujourd'hui, mais française. Et ensuite, à partir de 1968, le gouvernement du Sénégal et France Câble Radio ont décidé de créer une société d'économie. Sur le papier, je dis bien, sur le papier, qui s'appelle Télé Sénégal, c'est-à-dire Société des télécommunications internationales du Sénégal. Mais cette société était en veille. Elle ne devait être activée qu'à la suite de la mise
en service du premier projet que cette nouvelle entité devait lancer. C'est ainsi donc un projet de construction d'une station terrienne de télécommunications par satellite a été approuvé par France Cap et par le gouvernement. C'est la station terrienne de Gandoul, qui est la première du genre, je rappelle, sur le continent africain. La construction de cette station a démarré, disons, les travaux de génie civil ont démarré en 1970 et la mise en place des équipements télécoms en 71-72. Et nous avons terminé, disons, la construction proprement dit de la station au mois de mars 1972. Elle a été inaugurée officiellement par le président Léopold Sédar Senghor le 5 avril 1972. Mais jusqu'ici, il y avait toujours ces deux entités, Office des postes et télécommunications et France Cap Radio. Et à partir de ce moment, le gouvernement sénégalais et France Cap ont décidé d'activer réellement la société Télé-Sénégal, qui est donc au départ une société d'économie mixte, mais il n'y avait que 26% des actions qui appartenaient à l'État et 74% à la société France Cap Radio. C'est dans ces conditions donc que nous avons démarré nos activités de télécommunication internationale. Et quand la station a été mise en service, donc nous avons participé, moi comme un certain nombre d'ingénieurs, il y avait 2 ingénieurs français et moi-même, un collègue qui a fait la même école que moi et un autre qui a fait Supélec. Et nous avons conduit les travaux et en même temps, il y avait avec nous des techniciens sénégalais que nous avions recrutés à l'époque, une quarantaine de jeunes que j'ai pilotés, que j'ai formés au fur et à mesure de la mise en place de la station. Ce sont ces jeunes Sénégalais et nous autres, les jeunes Sénégalais et moi-même qui avons décidé de conduire la station de télécommunication par satellite. Et c'était la première du genre sur le continent africain, je dois le rappeler. Son rôle, c'était quoi? Parce qu'on parle beaucoup de cette station, bien sûr, elle concentre beaucoup d'enjeux. Jusqu'à la mise en service officielle de la station en avril 1972, les télécommunications internationales, c'est-à-dire en gros le téléphone international, passaient par des ondes décamétriques. Il y a 2 jours où on recevait, 2 jours on recevait moins bien. Donc ça ne marchait pas du tout. Ça ne marchait pas. Et la mise en place de la station vraiment a inauguré une ère nouvelle. Parce que d'un coup, on a mis à la disposition des usagers sénégalais des liaisons téléphoniques internationales de très bonne qualité. Et en même temps aussi, on a intégré dans la station des équipements de réception de télévision. Le jour même de l'inauguration de la station, nous transmettions en direct des images du président français Georges Pompidou, qui a pu communiquer directement avec le président Léopold Sédar Senghor. Et donc, nous avons aussi profité de cette possibilité de la station de recevoir la télévision directe pour lancer la télévision sénégalaise 3 ou 4 mois après. C'est ainsi que, comme je l'ai rappelé plus d'une fois, nous avons pu par la suite recevoir les Jeux Olympiques de Munich en 1972. Mais au départ, la télévision était expérimentale. Mais d'expérimentale, elle est toujours là. Maintenant, cette station, quel est le sort qu'on devrait lui réserver? Cette station, on devrait lui réserver quel sort aujourd'hui? La station, étant donné le rôle extrêmement important qu'elle a joué pour la modernisation des télécoms, parce que c'est grâce à la station que le Sénégal est entré dans l'ère des télécommunications. Des télécoms, oui. Et à la station de Gandoul, nous avons formé, donc, comme je l'ai déjà dit, plusieurs dizaines de techniciens et ingénieurs sénégalais de très haute qualité
et beaucoup d'Africains, d'Afrique francophone et d'Afrique anglophone. Donc, c'est une station qui a une histoire, qui a fait réellement, je le rappelle, faire entrer le Sénégal dans l'ère des télécommunications modernes. Et ce genre de station, dans d'autres pays, est bien conservé. J'ai donné le cas de la France, par exemple, la station de Plumeur-Bodou, qui est même plus vieille que Gandoul, puisque l'antenne de Plumeur-Bodou date du début des années 60, oui. est conservée sous un radome protégé. Et autour de cette station sont organisées des activités de formation, d'initiation des jeunes aux techniques modernes de télécommunication. Il y a des visites qui sont organisées, ouvertes au public, et c'est une station qui est là, bien conservée. Il y a d'autres pays comme l'Algérie et bien d'autres encore qui ont transformé leur station en musée. Oui. Donc, nous pensons qu'étant donné le rôle important que la station a joué, qu'elle mériterait d'être conservée comme c'est fait dans d'autres pays. Oui, est-ce que depuis cette lettre ouverte, vous avez reçu des réponses de Sonatel? Il y a des réactions de Sonatel. Je pense que Sonatel a promis d'étudier la question, oui, et de tout faire pour ne pas faire disparaître la station. Maintenant, les modalités, oui, de reconstitution de l'antenne sont à examiner à l'avenir avec la Sonatel. J'espère simplement que la Sonatel va garder, disons, à l'esprit qu'il est absolument nécessaire et vital de conserver cette station. Dernière question pour nous, naturellement, qui n'avons pas été là en 1972. La station, elle appartient à qui ou à quelle entité finalement? Pourquoi est-ce que c'est aujourd'hui Sonatel qui devrait décider de sa destruction? Bon, il faut peut-être que je revienne encore ou je continue à vous parler de l'histoire des télécommunications, oui, au Sénégal. Comme ça, les choses seront plus claires. Oui. J'ai dit donc au départ, la station a été commandée et exploitée par la Société des télécommunications internationales du Sénégal. Oui. Mais j'étais à Gandoul comme ingénieur avec mes techniciens ingénieurs sénégalais. Et après quelques années, j'ai été nommé patron de la Société Télé Sénégal. Oui. Et à partir de ce moment-là, étant donné le rôle très important que les télécommunications jouent dans le monde, j'ai pensé que l'État du Sénégal devait avoir une participation plus grande au capital de cette société. Donc, nous avons lancé des discussions avec les responsables de la partie française, c'est-à-dire France Cap Radio, oui, une discussion pour que l'État du Sénégal rachète la totalité des actions de France Cap Radio. Les discussions, je les ai menées avec mes collègues français et cela a abouti à un accord à partir de 1974-75 quand j'ai été mis à la tête de la société. Et nous avons accepté le principe que l'État devait racheter toutes les actions de France Cap. Oui. Et ce que nous avons fait. Et en 1975, 76, 77, l'État du Sénégal avait racheté toutes les actions de France Cap Radio. Et à partir de 1977, Télé Sénégal est devenue une société nationale. Oui. C'est-à-dire l'ensemble des actions appartenaient à l'État du Sénégal. Mais la société continue à être dirigée dans un mode privé, comme une société privée. Mais à partir de ce moment-là, et même bien avant, nous avons pensé qu'il y avait quelque chose d'anormal. On avait deux structures de télécommunications. Une structure qui s'appelait Télé Sénégal, qui s'est lancée dans la mise en place de télécommunications internationales modernes, qui a fait une station terrienne de télécommunications par satellite, qui a modernisé les liaisons internationales. En 77, nous avions, dans le cadre de Télé Sénégal,
mis en place un ensemble de câbles sous-marins téléphoniques. Sénégal, Maroc, France, Sénégal, Côte d'Ivoire, Nigeria et Sénégal, Brésil. Et à partir de ce moment-là aussi, nous avons développé un ensemble de liaisons ultra modernes. Nous avons mis en place un système numérique de transmission télégraphique, c'est-à-dire nous avons installé le premier centre de télégraphique numérique en 1978, dans le système qu'on appelait le système Plantronics. Et à partir de ce moment-là, j'ai pensé qu'il était peut-être temps, parce que d'un côté, les télécommunications internationales marchaient très bien. Nous avons, j'ai oublié de dire une chose, automatisé même les liaisons téléphoniques à partir de 1978 avec la Côte d'Ivoire, les pays d'Europe et d'Amérique du Nord. Et à partir de ce moment-là, nous avons quand même commencé à rencontrer un sérieux problème. Le problème, c'est que sur le plan international, on avait un réseau ultra moderne, un réseau téléphonique, mais sur le plan intérieur, les communications ne passaient pas. C'est en ce moment-là que j'ai suggéré qu'on regroupe l'ensemble des télécommunications pour avoir une structure unique, fonctionnant comme une société privée. Et cela, il y a eu pas mal de réticences, beaucoup de réticences, beaucoup de discussions au sein des agents de télécommunications, avec les syndicats, comme vous imaginez aussi, des postes et télécommunications, comme on l'appelait à l'époque. Mais finalement, après des années, je dis bien des années de lutte, de bagarre, de discussion, nous sommes arrivés enfin à faire accepter l'idée de demander l'avis de tous les cadres et techniciens de télécommunications de leur demander l'avis sur la possibilité de regrouper toutes les structures de télécommunications dans une même entité. C'est les fameuses journées de télécommunications qui sont tenues en 73, non? Pardon? En 73? En 75. En 75, d'accord. Non, pardon, pas en 75, en 83. En 1983. Les journées sont tenues, que j'ai été ouvertes par le ministre des Télécommunications de l'époque, M. Djiboka, et que j'ai présidé pendant 5 jours. Et au bout de 5 jours, nous sommes arrivés à la conclusion, tous ensemble, nous étions tous d'accord, qu'il fallait regrouper l'ensemble des télécommunications du Sénégal sous une structure unique. Ce rapport, ces conclusions, mais je les ai apportées au ministre chargé des télécommunications et au président de la République, Abdou Diouf. Et les discussions ont encore continué. Ce n'est finalement qu'en 1985 que le président Abdou Diouf a pris la décision de mettre en place une entité unique de télécommunications, regroupant toutes les télécommunications du Sénégal, aussi bien intérieures qu'extérieures. Et c'est ça, donc, la Sonatel. Donc, la Sonatel, c'est une bagarre qui a duré 12-13 ans. Wow. Ça a été extrêmement difficile. Il fallait convaincre beaucoup de monde, particulièrement les syndicats. Mais finalement, tout le monde est arrivé à la raison qu'il fallait le faire. Et je dois préciser qu'en procédant ainsi, le Sénégal a été le premier pays d'Afrique francophone et l'un des tout premiers pays du continent africain, à l'époque, à séparer la poste des télécommunications et à créer une entité unique regroupant l'ensemble des télécommunications. Dans ce domaine, nous avons fait preuve de pionniers. Et au fil des années suivantes,
nous avons été imités petit à petit par les autres pays. Le fondateur et premier directeur général de Sonatel nous fait le plaisir et l'honneur d'être notre invité ce dimanche sur e-radio. Avec Alassane Dialé Ndiaye, bien sûr, nous revisitons l'histoire des télécoms, mais naturellement, nous nous projetons également sur l'avenir. Entre le passé et l'avenir, il y a le présent. Entre-temps, il s'est passé énormément de choses, monsieur Alassane Dialé Ndiaye, parce que vous êtes à l'origine de l'installation, de la mise en place des télécentres au Sénégal, les cybercafés, sûrement même chose, sans oublier l'arrivée d'Internet. Ce monde d'hier, il était comment? Parce qu'aujourd'hui, pour la nouvelle génération, tout nous semble acquis d'avance. Mais vous, c'était comment à l'époque, se connecter à un ordinateur, accéder à Internet, par exemple? Je dois rappeler une chose, c'est que quand nous avons donc commencé à moderniser les liaisons internationales du Sénégal, nous avons pensé en même temps qu'il fallait, autour des télécommunications, développer des activités privées, mais qu'on mettrait entre les mains de privés sénégalais. On devait associer les Sénégalais qui ont le sens de l'initiative aux activités de télécommunications. C'est un peu l'origine des télécentres. Et il y avait, c'est ainsi que nous avons lancé à partir des années 70 déjà ces télécentres. Et les télécentres se sont très bien développés pendant plusieurs années. Et on est arrivé et les télécentres, il y avait des centaines et des centaines de télécentres un peu partout dans le pays, oui. Comme vous avez dû constater, ou comme ceux qui sont un peu plus peut-être âgés que vous. Oui, oui. Donc, c'était vraiment une manière d'impliquer les Sénégalais qui ont le sens de l'initiative aux activités de télécommunication. Oui, maintenant, Internet, se connecter à l'époque, c'était comment? Mais Internet qui est arrivé, comme vous le savez, par la suite, parce qu'Internet, en fait, c'est développé à partir des années, a commencé à prendre naissance, à se développer à partir des années 90. Et petit à petit, les activités d'Internet ont été intégrées aussi dans ces télécentres. Donc, les clients des télécentres avaient au fur et à mesure accès non seulement au téléphone, mais aussi à Internet. Et plus tard, se sont développés autour de tout cela ce qu'on a appelé les cybercafés. Malheureusement, les télécentres ont été dépassés par, disons, les phénomènes. La téléphonie mobile? Exactement. Quand le téléphone mobile est arrivé, à partir du moment où les gens n'avaient plus besoin d'aller dans une cabine pour téléphoner, ils avaient directement le téléphone entre les mains. Malheureusement, les télécentres ont commencé à péricliter. Mais pourquoi vous dites malheureusement? C'est plutôt une bonne évolution, monsieur le directeur général. Non, je dis malheureusement pour les propriétaires des télécentres. Et bien sûr, pour moi, c'est une bonne évolution. C'est pas moi qui peux reprendre. Oui, oui. Les télécommunications ont évolué. Ingénieur des télécommunications. Il y a une évolution pendant de longues années. Non seulement dans le cadre de la gestion, de la création et de la gestion de la Sonatel, mais aussi dans le cadre des activités de l'Union internationale des télécommunications, qui est l'organe qui définit les normes de télécommunications. Et j'étais dans la structure qui définissait les normes pendant de longues années au sein de l'Union internationale des télécommunications. Donc, toutes les normes qui ont été définies plus tard, elles sont définies à partir de l'Union internationale des télécommunications, dans laquelle moi et d'autres Sénégalais ont été des membres. Père de Sonatel, hein, on l'a dit, premier directeur général historique de Sonatel. Comment vous appréciez l'évolution maintenant du marché de télécom au Sénégal? Parce qu'entre-temps, on a eu 2 autres opérateurs, comme on dit, avec licence globale. Mais toujours est-il que Sonatel domine le marché. Pour beaucoup, c'est une position dominante qui fait que le jeu n'est pas très, très simple, disons-le comme ça. Vous, le papa de Sonatel, vous appréciez comment cette évolution du secteur, mais toujours marquée
par une forte présence de Sonatel. Sonatel, étant donné son histoire, est l'opérateur historique des télécommunications modernes. Donc, à partir de ce moment, ça veut dire quoi? La Sonatel exploitait les liaisons fixes, a développé les liaisons fixes, et par la suite, quand sont apparus les téléphones mobiles, c'est uniquement la Sonatel qui a été encore là. Et la Sonatel a commencé à être libéralisée, privatisée en partie, comme vous le savez, à partir de 1997. Et à la fin des années 90, au début des années 2000, le gouvernement a décidé d'ouvrir un peu plus le marché. C'est comme ça que sont arrivés d'abord un opérateur, ensuite un deuxième, et actuellement, en plus de Sonatel, comme vous le savez, il y a 2 opérateurs qui sont là. Mais, ça veut dire, les télécoms ont été libéralisés au Sénégal comme partout, et surtout les téléphones mobiles, comme partout en Afrique et dans le monde. Ce qui est important, c'est que cette libéralisation donne la possibilité aux opérateurs qui sont actuellement là d'agir, de se développer dans un cadre quand même réglementé et dans un cadre géré par une structure de réglementation qui s'appelle l'ARTP. L'ARTP. C'est l'ARTP qui veille à ce que, disons, les règles de compétition, de concurrence soient respectées par tous les opérateurs et qui veille aussi à ce que tous les opérateurs offrent aux Sénégalais des communications de qualité. Donc, pour moi, c'est le problème de la RTP. C'est la RTP qui doit gérer la concurrence entre ces opérateurs. Et maintenant, si ces opérateurs offrent des services aux abonnés, mais il appartient aux abonnés en fonction de ce que l'un ou l'autre opérateur offre. Il appartient aux abonnés de se déterminer. Donc, pour moi, c'est pas réellement mon problème. Le problème, c'est une compétition qui est là. Et les opérateurs compétissent et avec des règles déterminées par l'État du Sénégal et surveillées en permanence par l'agent de régulation des télécommunications et la Poste. Oui, mais en même temps, M. Alassane Diallo Ndiaye, est-ce que le jeu n'est pas un peu déséquilibré dès le départ? Dès lors qu'on parle naturellement, il faut qu'il y ait un premier, dès lors qu'on parle d'opérateur historique, autrement dit, un opérateur qui a toujours été là, est-ce que cela facilite quand même le jeu de la concurrence? Ce qui se passe au Sénégal, c'est la même chose qui se passe ailleurs, que ce soit en France ou ailleurs. Vous avez des opérateurs, vous avez un opérateur historique et puis les autres opérateurs qui se bagarrent, qui développent leurs activités, qui offrent des services aux clients des télécommunications. Moi, je ne vois pas quel est réellement le problème. Parce qu'à partir du moment où vous avez des opérateurs qui proposent des services à des clients, si ces opérateurs agissent dans un cadre réglementaire bien surveillé, bien respecté, bien accepté par tout le monde, mais je ne vois pas quel est le problème. Le problème, simplement, c'est que les opérateurs doivent se battre pour offrir le meilleur service et au meilleur coût possible aux usagers des télécommunications, aux abonnés du réseau de télécommunications. Dernière question avant d'aller à la pause sur e-radio. Quel est votre regard sur ce débat alimenté par des observateurs qui pensent que les Français ont trop la mainmise sur les télécoms au Sénégal à travers Sonatel notamment? Vous, le papa, vous en dites quoi? Je vous ai décrit très rapidement l'histoire des télécommunications. Oui. Je vous ai bien dit à l'origine, d'abord avant l'indépendance, il y avait évidemment que les Français qui étaient là, et France Câble qui s'occupait des télécoms internationales. Et par la suite, France Câble et le gouvernement sénégalais ont décidé de mettre en place cette structure qui s'appelait Télé Sénégal. Et que nous avons aussi, nous, au niveau Sénégal, décidé de nationaliser le Sénégal pour transformer cela en société d'État
c'est-à-dire une société appartenant à 100% à l'État, à l'État du Sénégal. Et je vous ai aussi dit que à partir de ce moment-là, le gouvernement a décidé, au bout de quelques années de fonctionnement de la Sonatel, et avec l'arrivée du mobile, le gouvernement a décidé de privatiser en partie la Sonatel. Je ne sais pas, à partir de ce moment-là, voilà, le reste, franchement, le reste, ça relève de l'autorité de régulation des télécoms et des postes, la RTP. C'est ça, exactement. Oui, mais même si on est d'abord d'accord que c'est, à un certain moment, c'est des choix politiques aussi. Quand l'État s'ouvre davantage dans la gestion de Sonatel, c'est des choix politiques aussi qui peuvent, disons, ne pas relever forcément du ressort de la RTP. Comment ça? C'est l'État qui, à un certain moment, décide de s'ouvrir à d'autres, par exemple, dans le capital de Sonatel. Vous êtes d'accord au moins? Oui. Et c'est l'État qui a décidé d'ouvrir. Personne n'a obligé l'État d'ouvrir. Oui. C'est l'État qui a ouvert. Et l'État, d'ailleurs, enfin l'État, disons le gouvernement, oui. C'est l'expression, disons, active de l'État. Oui. C'est le gouvernement qui a décidé de privatiser en 1997 en partie la Sonatel. Mais au départ, l'État du Sénégal avait encore la majorité, avait 51%, disons, en gros, des actions. Et par la suite, le gouvernement a fait baisser sa participation. Et à l'heure qu'il est, l'État du Sénégal, je pense, détient autour de 29% des actions de Sonatel. Mais ça relève, disons, de la volonté du gouvernement. Personne ne m'a demandé mon avis là-dessus. Ça relève de la volonté du gouvernement. Peut-être le gouvernement a de solides raisons de procéder ainsi. Donc voilà, la situation, elle est là aujourd'hui. Et l'essentiel, c'est que la Sonatel se développe dans un cadre, je rappelle, concurrentiel quand même maintenant au Sénégal. Il y a 2 autres opérateurs qui sont là. Et la Sonatel aussi s'est développée, même en dehors du Sénégal. La Sonatel a réussi à s'associer avec d'autres entités des pays voisins et à étendre ses tentacules dans toute région. Donc, la Sonatel, tout de même, a connu un brillant développement, non seulement au Sénégal, mais en dehors du Sénégal, ce qui n'est pas... ITEC, un artisan et témoin de l'histoire des télécoms au Sénégal et en Afrique, notre invité spécial ce dimanche sur iRadio. Émission aussi à regarder à l'instant et plus en longueur sur nos plateformes en ligne. Le premier directeur général de Sonatel avec le gazouillis des oiseaux, fondateur de la société de télécom, est notre invité. La suite après 25 minutes sur iRadio. ITEC sur iRadio. Ingénieur Subtélécom Paris, ancien ministre d'État né à Yen dans la région de Dakar, d'une famille de chefs traditionnels, Alassane Dialé nous fait le plaisir et l'honneur de débriefer avec nous sa longue et riche carrière d'artisan des télécoms. Lui qui a fondé Sonatel, dont il devient le premier directeur général, en plus d'avoir été impliqué à un haut niveau dans la mise en place de l'antenne de Gandoul, dont il appelle vivement, il nous l'a dit en début d'interview, à la préservation parce que patrimoine technologique prestigieux. L'invité de ce dimanche sur iRadio est un passionné d'astronomie. Il a d'ailleurs participé activement aux premiers essais des vols de la navette spatiale de la NASA, la station de contrôle, au pluriel, station de contrôle des communications au début des années 80. Il a été président de la Commission mondiale du plan pour l'Afrique sous l'égide de l'Union internationale des télécommunications. Alassane Dialé, encore une fois, merci pour le choix de iRadio, pour le choix particulièrement de ITEC, pour revenir sur ces belles années de télécom au Sénégal qui touchent à la mise en place des cybercafés, à l'arrivée d'Internet au Sénégal, à la nationalisation de Sonatel qui a évolué plus tard, comme on l'a vu, mais qui touche également à l'arrivée d'autres acteurs. Aujourd'hui, vous regardez comment cette histoire des télécoms se fait. Avant, on l'a dit par le passé, vous étiez pleinement acteur.
Aujourd'hui, vous regardez les télécoms comment? À partir de votre balcon, en consultant, en observateur discret, vous regardez comment les télécoms au Sénégal aujourd'hui? La première décision consistait à nationaliser d'abord Télé Sénégal, était prise par le président Léopold Sédar Senghor, je te rappelle. Et la deuxième décision importante qui consistait à regrouper l'ensemble des télécommunications, et intérieures et extérieures, et à mettre en place une structure unique qui s'appelle la Sonatel, a été prise par le président Abdou Diouf. Nous, bien sûr, nous étions là. Depuis le départ, nous étions un peu la courroie de transmission. Nous étions porteurs de cette volonté de transformer les télécommunications du Sénégal. Parce que cette idée, nous l'avons portée, comme je l'ai expliqué, de 1973 jusqu'à 1985, avant d'être directeur général de la Sonatel. Et ensuite, en tant que directeur général de la Sonatel, évidemment, j'ai mis l'idée en exécution sous l'autorité du gouvernement et du président de la République. Donc voilà. Donc c'est clair. Maintenant, quand je regarde maintenant les télécommunications, à l'heure qu'il est, bon, je pense que les choses ont d'abord énormément évolué. Quel est d'ailleurs votre rapport aux télécoms? Il est comment? Vous regardez l'histoire se faire et se défaire, vous êtes consultant, vous êtes un simple observateur, vous les regardez comment? Qu'est-ce qui reste un peu de vos rapports aux télécoms? Bon, mon rapport aux télécoms, bon, je suis plus actif dans les télécoms parce qu'il faut quand même savoir passer le relais dans sa vie. Je me suis assez battu d'abord pour développer les télécommunications du Sénégal, pour créer une structure unique qui s'appelle la Sonatel, qui s'est très bien développée. Et j'ai pris soin aussi de former des techniciens et des ingénieurs sénégalais et qui ont pris le relais et qui l'ont bien pris. Maintenant, je ne dis pas j'ai droit au repos. Comme disent certains philosophes, je ne suis pas là pour me reposer. Tant que j'ai un souffle de vie, je continue à être actif, à me battre. Mais disons que ce que je souhaiterais tout de même, c'est que les acteurs actuellement qui sont sur le terrain, les ingénieurs, les gestionnaires, particulièrement sénégalais qui sont sur le terrain, je souhaiterais qu'ils continuent à se battre pour offrir à la population sénégalaise, aux Sénégalais, mais le meilleur service possible de télécommunication. Et je rappelle que les télécommunications n'ont pas fini leur évolution. Ils évoluent beaucoup, parce qu'en plus du téléphone, il y a Internet et puis il y a une multitude d'autres services qui se sont développés autour. Qu'est-ce qu'on devrait améliorer aujourd'hui? On devrait améliorer quoi dans les télécoms au Sénégal? La qualité de service? On devrait améliorer. Il faut constamment améliorer la qualité. Oui, la qualité de service. En permanence, il faut se battre pour ça. Et il faut aussi se battre pour assurer une bonne couverture du territoire par les téléphones mobiles. Il faudrait que de tous les points du Sénégal, on puisse avoir accès facilement à la téléphonie mobile, au réseau de téléphonie mobile, et avoir un réseau de qualité partout au Sénégal. Donc voilà, ça c'est déjà un travail. C'est non seulement pour la Sonatel, mais c'est valable pour les autres opérateurs. Il faut aussi savoir que les choses sont en train d'évoluer encore. Il y a d'énormes évolutions qui se préparent au niveau des télécommunications, particulièrement au niveau d'Internet. Il y a des choses absolument extraordinaires qui se préparent. Il y a aussi, même au niveau, pour ne pas aller très loin, au niveau du téléphone, il y a le défi de ce qu'on appelle les OTT. Mais justement, j'allais vous poser une question là-dessus parce que avant, on sait que le SMS n'était pas acquis d'avance. Il y a bien longtemps. Vous en êtes un témoin de cette séquence de l'histoire des télécoms. Aujourd'hui, les SMS sont presque banalisés. Plus que banalisés, presque, ils n'existeront plus parce qu'on n'est plus sur WhatsApp. WhatsApp, les OTT, comme on dit, qui arrivent et qui font une concurrence, entre guillemets, déloyale aux opérateurs. Vous en pensez quoi? J'avais mis en garde
la Sonatel contre cela, il y a beaucoup d'années déjà. Je pense qu'il y a une bonne quinzaine d'années. J'avais dit à une assemblée de la Sonatel à laquelle j'ai été invité, en présence de tous les agents et puis les syndicats, j'avais dit attention, il y a la compétition, il y a des autres opérateurs, mais il y a ce qu'on appelait à l'époque, il y a 15-20 ans, les VoIP, Voice over Internet. Disons maintenant, on parle plutôt de OTT. Et je dis, il y a ce défi qui va arriver. Il faut vous préparer à ce défi pour ne pas perdre trop de ressources. Et ce que je disais est arrivé. Mais maintenant, il faut que la Sonatel, comme les autres, se battent pour survivre à ce défi-là qui arrive et qui est déjà là. Il y a beaucoup de personnes maintenant qui utilisent les OTT. D'ailleurs, je précise que le directeur général de Sonatel, l'actuel Sékou Dramé, confié à ITEC il y a quelque temps, ça avait fait l'actualité internationale que Orange connaît un manque à gagner de 20 milliards à cause des OTT. Tout le monde connaît le constat, c'est que c'est compliqué pour les opérateurs. Mais en même temps, comment en sortir? Comment sortir de cette situation? Pour sortir de cette situation, je pense qu'il faut vraiment se dire une chose. Il faut que les opérateurs et tout le monde se mettent dans la tête que les télécommunications vont continuer à évoluer. Ce qui va se passer dans 4-5 ans, ce sera beaucoup mieux que ce qu'il y a actuellement. Et puis, il y a une ouverture complète des télécommunications. Et les télécommunications, quoi qu'on dise, doivent coûter de moins en moins cher à tout le monde. Ça, donc, c'est un défi d'un côté. Mais pour mettre en place un réseau, il faut des moyens aussi de plus en plus importants de la part des opérateurs. Mais aussi, il faudra en même temps qu'ils mettent des moyens extrêmement importants, qu'ils investissent des milliards, des sommes énormes pour moderniser le réseau. En même temps aussi, ils doivent savoir qu'ils vont offrir un service qui devra se vendre de moins en moins cher aux opérateurs, aux utilisateurs. Donc, c'est un défi terrible. Donc, vous devez mettre des milliards pour moderniser votre réseau, mais en se disant que vous allez vendre le service de moins en moins cher. Donc, c'est un défi énorme, mais un défi auquel sont soumis tous les opérateurs du monde. Donc, la Sonatel, comme les autres, devront se battre pour ce défi. Et je disais même il y a quelques années, dans le cadre d'une conférence, je disais aux personnes, vous savez, l'avenir pas lointain, ce sera d'abord que quand on arrivera à un certain point, les opérateurs de télécommunications vont offrir simplement des tuyaux aux gens, des circuits. On dit, on donne à chacun un tuyau de largement. On lui dit, vous en faites ce que vous voulez. Vous utilisez le téléphone, l'image, tout ce que vous voulez, et vous payez un prix fixe. On risque d'en arriver là. Justement, et là, il faut se préparer. Oui, justement, on parle beaucoup de ce virage vers la data, que ça va être forcément l'alternative. Ailleurs, on y travaille au Sénégal, ce virage vers la data, après que les opérateurs ont perdu le monopole historique et prestigieux sur la voie. Ce virage vers la data, il devrait se négocier comment pour nos opérateurs? C'est-à-dire en étant imaginatif. Imaginatif sur le plan technologique. Il faudra créer des réseaux ultra modernes qui s'adaptent tout le temps à ces nouvelles exigences d'utilisation. Mais il faudra en même temps se débrouiller pour vendre le service de moins en moins cher. Donc, c'est extrêmement difficile. Et il faudra s'y mettre. Moi, je disais il y a quelques années, que je répète, que je disais l'avenir, c'est mettre à la disposition de chaque utilisateur un tuyau, appelons ça un tuyau, pour parler de façon très simple. L'utilisateur maintenant de ce tuyau, il va faire ce qu'il veut. Et il ne paiera qu'un prix fixe à la fin du mois, à la fin de l'année. Ça, c'est le défi, là, à terme, posé à tous les opérateurs de télécommunications. Il faudra travailler dans ce sens. Il faudra travailler dans ce sens, puis c'est tout. Mais je pense qu'ils y arriveront. Il faudra se battre pour ça.
La fin des télécoms, les opérateurs de télécoms en sursis, on peut le dire? Ce n'est pas la fin des télécoms. Au contraire, ça va être le règne des télécoms. Non, je parle des opérateurs de téléphonie spécifiquement. Ben, les opérateurs de téléphonie, mais j'espère qu'ils vont se battre pour exister. Espérons-le. Parce que ceux qui ne seront pas capables de s'adapter à ce nouveau contexte vont éprouver d'énormes difficultés. Ça pose en même temps la thématique, l'éternelle thématique de la transformation digitale. Est-ce que nos opérateurs se transforment facilement? Est-ce qu'ils s'adaptent d'ailleurs? Parce qu'il y a tous les jours de nouvelles réalités qui arrivent. Mais je pense que la transformation digitale, ce n'est pas seulement le problème des opérateurs. Oui, tout à fait. Mais là, on parle des opérateurs. De la société. La société sénégalaise. Vous savez, avec cette nouvelle économie numérique, où on est capable disons, d'utiliser des services directement, sans passer par les méandres habituels compliqués, avec cette économie numérique où on va transformer, il va y arriver, comment ça s'appelle encore, avec l'ubérisation, comme on dit, l'ubérisation de l'économie. C'est-à-dire la possibilité d'utiliser les moyens de communication pour mettre en contact directement les clients avec des fournisseurs de services. L'économie de partage, comme on dit. Mais avec ça, vous savez, ça pose des problèmes énormes. Avec des problèmes absolument énormes pas à la société sénégalaise, mais à l'ensemble de la société du monde. Et on se demande, si à partir du moment où vous, quand vous avez besoin d'un service, vous pouvez directement prendre contact avec le fournisseur, et à partir du moment où vous savez aussi une société exploitant une activité quelconque pour procéder de la même façon, c'est-à-dire s'adresser directement à qui il veut pour ce service, à partir du moment où cela se fait, mais comment va être organisé le travail? Quel code de travail on va avoir? Quel code de travail? Quel code? À partir du moment où on ubérise l'ensemble de l'économie, ben, ça va être compliqué. Les syndicats, quels seront leurs rôles, etc. Ça va être très compliqué. Oui, d'ailleurs, l'illustration qui revient le souvent, les deux exemples qui reviennent le souvent, on dit que Uber dispose du plus grand nombre de voitures dans le monde sans disposer de la moindre voiture. Airbnb dispose du plus grand nombre d'hôtels dans le monde sans que le moindre hôtel ne lui appartienne. On est un peu dans cette économie-là. Ben oui, on est un peu dans cette économie et c'est une économie, à la fois fascinante, mais ça a un côté quand même inquiétant pour nous. Parce que pour pouvoir réellement se développer dans cette nouvelle économie, il faut avoir une très bonne formation, vous imaginez. Et le problème que nous avons dans un pays comme le Sénégal, c'est que malheureusement, déjà, nous avons un problème de formation. Si vous imaginez un pays comme le Sénégal, il y a plus de la moitié des Sénégalais qui ne savent ni lire ni écrire. Quand vous voyez aussi au Sénégal, il y a plein de métiers là, qui ne sont pas encore exercés par les jeunes Sénégalais. Quand vous voyez aussi que se profile à l'horizon non seulement l'ubérisation, mais il y a encore ça, il y a l'imprimante, la fameuse imprimante numérique qui va arriver là, qui va aider à construire presque tout seul des bâtiments et bien d'autres choses. Enfin, quand vous imaginez tout ça, vous dites, nous, surtout, nous, l'impact énorme, ça va commencer par nous, par des pays comme le Sénégal. Parce qu'on est déjà au départ en problème de formation du Sénégalais de base. Il faut que tous les Sénégalais puissent aller à l'école, puissent savoir lire et écrire. Il faut que le maximum de Sénégalais aient un métier. Parce que là, on entre dans un monde hautement concurrentiel et d'une très grande complexité. Un monde dans lequel, même les pays ultra développés auront du mal à conduire leur économie et leur développement.
Ne parlons pas de pays comme le Sénégal. Justement, Alassane Diallo Ndiaye, ancien ministre fondateur de Sonatel, premier directeur général de l'opérateur historique et notre invité ce dimanche sur e-radio. Ce que vous venez de dire nous amène à parler de la formation, mais d'abord, une question vous concernant personnellement. Après avoir fait des études comme ingénieur de classe exceptionnelle, ingénieur télécom il y a bien longtemps, aujourd'hui, comment vous voyez un peu les nouvelles réalités, l'intelligence artificielle, la robotique et tant d'autres problématiques qui sont très nouvelles, qu'on appelle les nouvelles tendances d'ailleurs du digital? Vous vous dites quoi? Que moi, je me sens un peu rattrapé par la situation, dépassé par endroit par la situation? Vous avez raison. Ben, c'est-à-dire, déjà, quand j'étais formé à l'école, j'ai eu mon diplôme, mais aussitôt après, le télécom, c'est un milieu quand même particulier. C'est un milieu qui évolue très vite, qui a beaucoup évolué. Moi, j'ai suivi l'évolution. Donc, il a fallu continuellement se former. Oui. J'étais sans répit pendant toute ma carrière d'ingénieur et de responsable. J'ai passé mon temps à me former. Il ne fallait pas s'endormir. Pas de répit. Bon, maintenant, quand même, je dirais, j'ai le droit de me relaxer un peu parce que je ne suis plus responsable de la Sonatel. Oui. Mais même malgré ça, je continue quand même à m'informer. Et c'est quoi les relations d'ailleurs, les relations avec les patrons de Sonatel, les anciens comme les nouveaux? Oui, j'ai des relations avec les anciens et les nouveaux de la Sonatel. J'ai aussi des activités dans le cadre de l'Académie nationale des sciences et des techniques. Oui. Donc vous êtes membre fondateur, c'est bien cela? Fondateur. Et vous savez que l'objectif de l'Académie, la volonté de l'Académie, c'est de faire en sorte qu'on forme le plus de scientifiques possible et que l'enseignement des sciences se développe dans le pays. Vous avez parlé tout à l'heure, par exemple, d'un défi énorme. C'est le défi de l'intelligence artificielle. Je reviens là-dessus. C'est récent, mais c'est en train de progresser à une telle vitesse, est en train d'envahir, disons, l'activité de toutes les activités possibles, économiques et sociales, et même les grands pays ont du mal à s'en sortir. Et pour le moment, cette intelligence artificielle ou ces réseaux sociaux, etc., sont dominés surtout par deux pays, disons les États-Unis et la Chine. Mais nous, il ne faut pas qu'on soit laissé de côté. Il faut qu'on s'y accroche. Il faut que nos jeunes soient formés et suivent cette évolution et participent à cette évolution des choses. Parce que derrière le développement de l'intelligence artificielle, il y a la possibilité de contrôler non seulement les citoyens d'un pays, mais des citoyens de tout le globe. Il se pose donc un problème de souveraineté numérique. Mais il y a un énorme problème de souveraineté numérique. Et la souveraineté numérique commence par le fait qu'il y a beaucoup de sociétés, de structures qui rassemblent tout ce qui est lié à nos activités, tout ce qu'il peut avoir de notre possible, pour aider à développer encore leur capacité de formation d'une grande intelligence numérique. Et nous, il faut pas qu'on soit en reste. Il ne faut pas qu'on continue à être des observateurs passifs. Il faut qu'on y participe. Donc voilà, un de mes soucis, c'est ça. Il faut qu'on soit impliqué. Il ne faut pas qu'on soit laissé au bord de la route. Mais pour cela, il faut aussi qu'on forme les jeunes. On forme les jeunes. Il faut que les jeunes, tous les jeunes aillent à l'école. Il faut qu'ils aillent le plus longtemps possible. Il faut qu'on forme le maximum de scientifiques possibles, capables de participer à cette évolution future. Parce que l'intelligence artificielle, ça va envahir toutes nos activités, à commencer même par la santé, par exemple. Je suis sûr que dans très peu d'années, la plupart des activités même médicales seront prises en charge par des structures d'intelligence artificielle. Et on rappelle que le Sénégal vient d'adopter sa stratégie en santé digitale. Sénégal, oui.
je pense qu'il faudra une bonne réflexion de maximum de Sénégalais possible pour élaborer une véritable politique de transformation digitale au Sénégal, quelque chose de solide. Il ne faut pas faire à la va-vite. Oui, et quelle est la place qu'il faut faire à la science? Quelle est la place qu'il faut faire à la technologie dans l'offre de formation? Il y a d'abord une chose qu'il faut dire, ce n'est pas propre au Sénégal, c'est propre à l'ensemble des pays africains. Oui. Est-ce que vous savez qu'en Afrique, la plupart des pays africains ne consacrent même pas 0,1% de leur produit intérieur brut à la recherche scientifique? La plupart. Beaucoup consacrent 0, même virgule 0 quelque chose % du produit intérieur brut. Alors que si vous allez dans les pays d'Asie, ils consacrent 5, 6, des fois 7% de leur produit intérieur brut à la recherche scientifique. Si vous allez aussi dans certains pays d'Asie ou d'Amérique, on essaie de pousser de plus en plus de jeunes à embrasser les carrières scientifiques. Ici, au Sénégal, on a un mal fou à le faire. Quand vous regardez le bac, moins de 30% des bacheliers sénégalais chaque année sont des scientifiques. Moins de 30%. Alors que nous allons dans un monde qui va être extrêmement compliqué, où les États ou les structures qui vont contrôler l'intelligence artificielle demain c'est déjà aujourd'hui, vont avoir une puissance tellement énorme que si nous, on ne fait rien, on risque d'être contrôlé totalement à notre insu. Donc, il faut qu'on se batte pour ça, pour essayer de partager cette connaissance et toute une connaissance pour participer au développement de cette nouvelle économie qui émerge. Il faut qu'on soit des acteurs actifs, nous, Africains. Il est temps qu'on le soit. Alassane Diallo Ndiaye, fondateur et premier directeur général de Sonatel, est notre invité ce dimanche sur iRadio dans E-Tech. Très rapidement, nous poursuivons. Il nous reste quelques minutes, Alassane Diallo Ndiaye, dans cette émission. À quand un livre où nous allons retrouver l'essentiel de votre carrière dans les télécoms, vos différentes positions qui ont rythmé l'histoire des télécoms au Sénégal, par exemple? Oui, je réfléchis. Il y a beaucoup d'amis. Oui. Ils me demandent, oui. Depuis tant d'années, je n'écris pas ma biographie, disons en tout cas un livre où je fais la somme de mon expérience au niveau de pas seulement des télécommunications, mais même un peu dans la politique, parce que j'ai quand même fait un peu de politique pendant quelques années. Et aussi, j'ai une certaine vision de ce qu'il faut faire pour que ce pays-là avance. Il est peut-être temps d'écrire quelque chose. Bon, j'y pense. Je pense que des mémoires. Oui, des sortes de mémoires. Oui. Évidemment, des fois, ce qui est quand même décourageant, mais c'est un ami qui me le dit. Oui. Il me dit des fois, on se fatigue à écrire. Et lui, il me dit, il constate que les Sénégalais ne lisent pas. Mais ça n'empêche pas quand même d'écrire. Heureusement que ce n'est pas tout le monde. Ce n'est pas tout le monde qui ne lit pas. Heureusement. Oui, vous avez raison. Donc, j'y pense. Je pense que c'est une bonne suggestion. J'y réfléchis. Mais en même temps, une question un peu qui concerne un peu la logique dans vos différents choix. D'abord, ingénieur de classe exceptionnelle, on l'a dit, en télécom. Moi, je me suis naturellement intéressé à votre parcours. Vous avez été ministre plusieurs fois, ministre d'ailleurs sous les régimes, je l'ai rappelé en introduction, Wade et Diouf. Ministre, si je ne me trompe, de la pêche par moment, ministre des mines. Et avec Wade, dernièrement, vous vous êtes occupé de connectivité. Comment vous expliquez un peu ces différents choix qui, par endroits, se sont éloignés de votre parcours, de ce quoi vous, disons, de ce que vous avez appris? Non, de toute façon, comme certains de mes amis vous le diront, j'ai eu au Sénégal à mener 2 carrières. Une carrière d'ingénieur et de gestionnaire et une carrière aussi parallèlement politique. Parce qu'il fallait faire de la politique aussi pour aider
certains de mes concitoyens à satisfaire un certain nombre de besoins vitaux, tels que des infrastructures sociales et d'autres. Donc, j'ai été appelé à faire de la politique, pas par ambition personnelle, parce que ma carrière simplement dans le domaine des télécommunications et ce que j'ai fait et pendant de longues années au sein de Télé Sénégal et de la Sonatel, le fait d'avoir contribué pendant des années à un pas pour développer le réseau de télécommunications au Sénégal, ça suffit simplement. Cela suffit à sa peine. Ça devrait suffire à ma peine, pour ainsi dire. J'avais assez de poids. Mais parallèlement, j'avais décidé, je répète, de faire de la politique. Parce qu'il faut aussi s'engager. Et comme je disais à mes amis, la journée, je m'occupais de télécommunications et le soir, je faisais de la politique. Et puis, j'ai fini par tomber... Pour connecter les populations, disons, connecter les populations. Exactement. L'ingénieur en télécom qui connectait les populations en politique. Non? Tout à fait, exactement. Donc j'ai été appelé à faire de la politique. Et la politique, j'étais responsable d'abord du département de Rufisque pendant de longues années. J'ai été élu, je ne sais combien de fois, député à l'Assemblée nationale. Oui. Mais je continuais quand même mes activités de télécom jusqu'au jour où le président Abdou Diouf, sans me demander mon avis, a décidé de me mettre dans le gouvernement. Je n'ai jamais demandé à être ministre, je le précise. Et ceux qui en doutent peuvent demander au président Abdou Diouf. Mais je ne l'ai pas regretté, parce que cette carrière ministérielle que je menais, d'abord comme ministre de l'équipement à l'époque, quand j'ai entré dans le gouvernement en 88-89, ça concernait toutes les activités de travaux publics, de transport, tous les types de transport possibles, etc. C'était un gros ministère. Quand j'entrais dans le gouvernement, il n'y avait que le président et nous, ministres. On était 17 ministres. Il n'y avait pas de premier ministre. Donc, j'avais un travail énormément passionné. Oui. Vraiment, j'ai travaillé bien. Et pendant 3 ou 4 ans, bien. Ensuite, les choses ont évolué. On a eu un gouvernement de participation, j'étais toujours là. Et j'ai occupé plus tard des fonctions. J'ai été ministre de l'Industrie, du Commerce, enfin, beaucoup de choses. Beaucoup d'activités de l'économie réelle. Jusqu'en 2000. En 2000, bon, comme vous le savez, mon président, le président du Sénégal, oui. Et nous avons perdu les élections et je me suis mis en dehors de la politique. Mais j'ai continué mes activités en ce moment-là scientifiques dans un autre cadre, parce que j'ai participé à la mise en place de l'Académie nationale des sciences et techniques du Sénégal et j'ai vu à mener beaucoup d'activités scientifiques pendant quelques années. Par la suite, je précise, c'est à partir de 2010 que le président Wade, qui n'était pas mon ami politique, mais un ami personnel que je connais depuis de longues années, m'a sollicité, il m'a demandé, je n'étais pas membre du gouvernement, je précise, oui. Je n'étais pas l'autorité du Premier ministre, j'étais membre du cabinet du président de la République. Et puis j'étais ministre d'État auprès du président de la République. Et j'étais chargé de diriger une structure originale qui a été mise en place, qui était la Commission nationale de la connectivité. La connectivité, c'était quoi cette commission? Ça consistait à essayer de regarder comment harmoniser le développement de toutes les structures, sociétés publiques ou privées, s'occupant d'informatique ou de données. Essayer de voir comment harmoniser le fonctionnement. Comment faire en sorte que le Sénégal se développe ses activités numériques. C'était une structure d'ailleurs originale. Et je suis étonné qu'on l'ait supprimée un peu trop vite, sans réfléchir. Donc, c'est dans ce cadre que j'ai travaillé avec le président Wade. Donc, j'étais dans son cabinet, à la présidence de la République, mais pas membre du gouvernement. Oui, je fais défiler encore un peu rapidement votre riche CV, Alassane Diallo Ndiaye, président du club de recherche prospective 2012, commandeur de l'Ordre national du mérite, République française, chevalier de l'Ordre national de Côte d'Ivoire, chevalier de l'Ordre national du Lion, ça c'est le Sénégal, chevalier de l'Ordre national du mérite, le Sénégal,
Encore, puis un peu plus loin, vos loisirs, lecture, musique classique, jazz, natation, marche, tir au pistolet, culture physique, intérêt pour la vie associative et culturelle, grand intérêt pour les sciences, on vient de le dire, les techniques, l'anthropologie, là on se retrouve, l'économie, l'histoire, la politique, la prospective, la philosophie, la spiritualité, la lecture, très rapidement, on va finir sûrement là-dessus. Quels sont vos auteurs préférés? Ben, je ne sais pas si je peux parler d'auteurs préférés, parce que j'en ai tellement. Et je continue, heureusement d'ailleurs maintenant j'ai la possibilité de lire. Je continue à lire beaucoup de choses, évidemment, sur les sciences. Je continue quand même, j'essaie de suivre même l'évolution de télécommunications, même si je n'ai plus de responsabilité. Et j'ai quand même aussi mes fonctions à l'Académie des sciences. Je continue à travailler dans le cadre du programme de l'Académie des sciences. Donc on sait tout ça. Et je n'ai pas réellement d'auteur préféré. J'aime bien, je suis un scientifique, donc je répète, je lis beaucoup encore d'ouvrages scientifiques. Pas de romans donc, pas de romans, des essais seulement. Pardon? Vous ne lisez donc pas de romans? Pas de romans? Je lis des romans. Je continue à lire beaucoup de romans. Je lis beaucoup de traités de philosophie. Je suis, comme la plupart des scientifiques d'ailleurs, paradoxalement, je m'intéresse à la spiritualité. Pourtant, la spiritualité, on a l'impression que c'est loin des sciences. Mais à force de réfléchir sur les lois qui président à la marche du monde, au fonctionnement de l'univers, mais on finit quand même par se poser des questions de savoir d'où nous venons, où nous allons. Nous venons, nous allons. Et là, on commence à creuser, et c'est ce que j'appelle moi la spiritualité. Et parlant de prospective, vous devrez connaître sûrement un certain professeur Abdoulaye Cissé qui fait partie de la même académie. La prospective, est-ce que le Sénégal lui a donné la place qu'elle mériterait? Ben, le Sénégal ne va pas, ça va de soi, ne va pas donner la place qu'il méritait. Et d'autant plus, paradoxalement, d'ailleurs, l'inventeur de la prospective moderne, il était d'origine sénégalaise. C'est ça qui est paradoxal. Gaston Berger, non? Et qui était d'origine sénégalaise. Sa grand-mère, la région de Dakar, comme tout le monde le sait. Et dont l'université d'Indar de Saint-Louis porte le nom. Exactement. Mais nous n'avons pas donné la place qu'il faut. La prospective, maintenant, ça se traduit surtout dans certains pays, de grands pays, même comme l'Amérique. Par exemple, un président américain, il arrive au pouvoir, désigné, il est soutenu par un parti politique, mais dès qu'il s'installe au pouvoir, il met en place très souvent une multitude de groupes de réflexion dans lesquels il y a des gens qui ne partagent même pas ses convictions de parti, mais qui réfléchissent à la marche, à l'avenir du pays. Et ça se passe comme ça dans beaucoup de pays. Et des gens qui travaillent, des groupes de perspective. Malheureusement, au Sénégal, on n'a pas cette culture-là. Moi, j'ai essayé péniblement de créer un club de recherche prospective qui consistait à rassembler des cadres d'origine politique différente, même beaucoup qui n'avaient même pas de parti politique. Je dis, écoutez, on se met ensemble, on réfléchit ensemble pour d'abord savoir qu'est-ce qui ne va pas au Sénégal jusqu'ici, qu'est-ce qu'il faut faire et comment on va l'avenir, comment on doit agir pour que l'avenir soit le meilleur possible pour les générations futures, sans parler de partis politiques. On a travaillé comme ça pendant des années. Malheureusement, depuis quelque temps, le club est un peu en sommeil. Il va falloir, comme demander beaucoup d'amis, le réveiller. Parce que moi, je pense que c'est une structure comme ça est utile. Il faut que les Sénégalais se retrouvent et qu'ils ne parlent pas de partis politiques. Parce que, bon, d'abord, les partis politiques, ça passe. Hein. Puis il y en a surtout en plus certains, ils sont dans un parti, et puis peut-être 2 ou 3 ans après, ils sont dans un autre. Ce n'est pas ce qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est une réflexion objective sur le devenir de ce pays. Qu'est-ce que nous devons faire pour que ce pays soit de plus en plus vivable pour les générations futures? Qu'est-ce que nous devons faire pour que le Sénégal soit intégré complètement à la marche du monde, pour que les Sénégalais aient leur place dans le monde à venir?
et réfléchir sur le fait aussi que comment ça se fait que très peu de Sénégalais arrivent ici, quand ils sont au Sénégal, à développer leur talent. Et quand vous les envoyez à l'extérieur, mais des fois dans un milieu complètement hostile, mais ces mêmes Sénégalais, ils arrivent à faire des prouesses extraordinaires. Que ce soit en Europe, en Asie, au Japon. Moi, je suis allé même dans des contrées complètement au nord, couvertes de neige et tout, et je trouvais encore des Sénégalais qui sont là-bas. Donc, comment ça se fait que le Sénégalais, lui, qui est un être super intelligent, qui a une capacité d'adaptation extraordinaire, pourquoi ce Sénégalais amené ici, et pourquoi souvent il tourne en rond? Pourquoi on n'arrive pas à avancer? Et il faut quand même répondre à ces questions-là, sans parler de partis politiques. Moi, je ne parle pas de partis politiques, je parle d'avenir, pas de mon avenir. L'avenir pour moi est derrière, à mon âge. Mais je parle de l'avenir pour nos enfants, pour les jeunes Sénégalais. Et la place que le Sénégal doit occuper dans le monde entier. Parce que le Sénégal le mérite. Moi, je pars du principe que nous sommes, dans l'ensemble, un peuple très intelligent, mais un peuple extrêmement tolérant. Nous avons des qualités absolument exceptionnelles. Et nous devons utiliser ces qualités-là de façon positive pour avoir enfin un pays ici, un pays prospère, un pays avec des gens cultivés, bien formés et qui peuvent trouver leur place dans le monde actuel, surtout dans le monde à venir. Voilà mon souci. Et moi, je continuerai jusqu'au dernier souffle à me battre pour ça. Pour que le Sénégalais fasse partie des citoyens du monde futur qui comptent. Parce que nous avons la possibilité et les capacités. Et même l'éducation, disons, de base. Maintenant, il reste la formation, c'est-à-dire il faut qu'on amène quand même le maximum de gens à l'école. Il faut qu'on ait une éducation de la meilleure qualité possible. Il faut qu'on ait un système de santé de la meilleure qualité possible. Ce sont là ces objectifs. Mais pour moi, le reste, le baratin politique, ce n'est pas d'une très grande utilité. Ce qui compte, c'est essayer de voir ce que nous avons de bon, de meilleur, et l'exploiter pour faire avancer notre pays. C'est ça qui m'intéresse. Un plaidoyer sûrement qu'on va retrouver, Inch'Allah, dans vos mémoires parce que vous nous l'avez promis, Monsieur Alassane Dialé Ndiaye. Merci infiniment. C'était un immense plaisir pour ma part, jeune journaliste, de recevoir le père de Sonatel, le fondateur de Sonatel, premier directeur général, donc directeur général historique de l'opérateur historique là également. Je rappelle que vous êtes le premier Africain à vous spécialiser dans les télécoms spatiales à l'heure où on parle d'inondation et du rôle justement des sciences spatiales pour aider à la gestion, mais surtout à la prévention de ces inondations. Ça, c'est sûrement l'objet d'une autre émission. En tout cas, merci infiniment à vous. C'était, comme je l'ai dit, un immense plaisir de vous avoir comme invité. Et puis, rendez-vous prochainement. On sera toujours ravis de vous recevoir pour parler de télécom dans notre pays, en Afrique. Oui, tout à fait. D'abord, pour moi, ça a été un immense plaisir de discuter avec vous, de répondre à vos questions et surtout de constater qu'au Sénégal, il y a encore une fois de plus des intelligences pointues qui sont là et qu'il faut exploiter. Et je note que vous avez insisté sur le fait que je dois sortir des mémoires. Oui, oui. Faites-nous-en la promesse, s'il vous plaît, en direct. Pardon? Faites-nous-en la promesse, s'il vous plaît, en direct et solennellement. Bon, Inch'Allah. Inch'Allah, merci. Merci encore une fois, Alassane Dialé Ndiaye, ancien ministre d'État, ministre sous le régime Diouf et Wade, en charge notamment d'une commission qui devait travailler sur la connectivité et une commission qui a été supprimée sous le régime Wade, si j'ai bien noté. Si je me trompe, corrigez-moi. Bon, non, la commission a été créée, c'est à l'initiative du président Wade, et la commission a été supprimée après son départ. Oui.
C'est Pawad qui l'a supprimé. Oui. Donc, c'est après son départ. Mais moi, je pense que je ne dis pas qu'il faut créer cette commission, recréer la même commission, mais il est utile de créer une structure similaire, une structure qui va réfléchir et travailler sur un peu l'avenir du Sénégal, surtout sur le développement de l'économie numérique dans ce pays-là. Il faut que nous profitions de l'économie numérique dans notre pays. Il faut qu'on en profite plus. Il ne faut pas que ce soit comme l'autre économie, où nous en avons profité, mais il y en a d'autres qui ont des fois profité plus que nous. Dans cette nouvelle économie numérique, il faut qu'on tire le maximum de profit. Nous, Sénégalais, quand je dis nous, Sénégalais, je parle surtout des jeunes. C'est à vous de participer à la création ou au développement de ce monde-là qui est en train de prendre naissance. Il faut que vous soyez des acteurs essentiels dans ce monde numérique qui est en gestation. Donc voilà, en tout cas, ça a été un plaisir pour moi de répondre à votre question et de savoir aussi qu'il y a encore des Sénégalais, surtout des jeunes, qui se posent des questions de base qui doivent être absolument, sur lesquelles nous devons réfléchir et surtout qui réfléchissent sur un peu l'avenir de ce pays-là. Pour reprendre un fameux livre, merci pour ce moment, Alassane Dialy Ndiaye, ancien ministre d'État. Alassane Dialy Ndiaye, père, on l'a dit, de Sonatel, était qui recevait un artisan et un témoin de l'histoire des télécoms au Sénégal et en Afrique ce dimanche, invité spécial de iRadio. Merci pour le choix, merci pour cet honneur. Émission, comme nous l'avons dit, à retrouver à l'instant et en version plus longue sur Internet, sur nos plateformes YouTube, LinkedIn et Facebook. Merci encore pour le choix de E-Tech, très chers auditeurs. Excellent dimanche et excellente semaine.